Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cet auditorium Malraux pour la soirée spéciale parents destinée à une présentation de ce qu'est le monde universitaire à Lyon 3 avec son offre de formation, avec ses activités, on va dire, universitaires, para-universitaires, et puis ce qui est vécu de l'intérieur par les étudiants. Donc nous allons passer 1h30 ensemble avec un premier temps de présentation par Nathalie Krief, qui est la vice-présidente formation de l'université Jean Moulin Lyon 3. Nous aurons ensuite Camille Villain qui interviendra pour parler de tout ce qui ressort de l'international. Et nous avons la chance d'avoir aussi 3 témoins, 3 étudiants qui vont pouvoir parler, puisqu'il y a des parents principalement, mais il y a également des jeunes qui sont intéressés par la présentation que nous organisons ce soir. Donc ils pourront témoigner et dire exactement comment ils ont vécu leurs premières années à l'université, premiers mots, premières années, puisqu'il y a différents niveaux qui sont représentés sur ce plateau. On va essayer de tenir en 45-50 minutes, c'est toujours un peu un défi pour cette partie de présentation. Et au-delà, bien évidemment, l'échange avec la salle qui se fera, sachant que si vous n'arrivez pas à poser toutes vos questions, bien évidemment, les services compétents pourront toujours être sollicités et il y aura d'autres occasions de manifestation avec les journées de l'enseignement supérieur au mois de janvier. J'en parle déjà pour le 25 et le 26 janvier. On aura le salon de l'étudiant sur lequel nous sommes également présents. Donc nous ne vous abandonnons pas à 20h. Alors je précise aussi qu'à 20h, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier en avant-première de la mise en lumière des bâtiments, donc de la cour sud. Donc nous vous invitons à sortir et à profiter de la répétition générale en avant-première, donc réservée à un public privilégié. Voilà. Merci Nathalie. Merci. Donc tout de suite, je te cède la parole pour la présentation de l'offre de formation au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et tous, jeunes et plus vieux, je vais le dire comme ça pour commencer. Je tiens juste à préciser, je me mets dans les vieux, ne vous inquiétez pas. Je tiens juste à préciser par rapport à la mise en lumière de la cour sud de notre université que ce sont des étudiants qui font partie de l'université. C'est la licence pro management éclairage de Lyon 3 qui participe à ce projet et qui le mène de A à Z avec bien sûr l'aide de l'université. Donc c'est aussi tous les étudiants qui sont mis à l'honneur grâce à cette manifestation qui se déroulera le 8, 9, 10 décembre. Si ça vous intéresse, vous avez un petit document. Voilà, je ne suis pas VRP, mais presque. Alors, juste pour présenter très rapidement l'université Lyon 3, je vais vous donner quelques chiffres, alors qui peuvent paraître impressionnants de prime abord quand on vient du secondaire, sur le nombre d'étudiants qu'on a à l'université. Donc à Lyon 3, c'est 28 000 étudiants. Un tiers en master, les 2 tiers restants sur le cursus de licence, donc les 3 premières années universitaires. Le master, c'est sur 2 ans à l'issue de la licence. Et bien sûr, une petite proportion, c'est assez équivalent dans d'autres universités, d'étudiants en doctorat, donc qui préparent une thèse de doctorat, si certains sont déjà intéressés par ce projet. Nathalie, je précise juste, quand on parle de licence, il y a licence et BUT qui doivent être intégrés dans les 67%, absolument. Puisque nous avons au sein de l'université un IUT. Voilà, juste cette précision. Ouais. Le cycle de licence et les 3 premières années, et effectivement, avec la réforme au préalable, nous avions un diplôme universitaire de technologie. Nous avons dorénavant ce qu'on dit de manière, c'est pas très élégant, le BUT, donc voilà, qui signifie bachelor universitaire de technologie et qui se déroule dorénavant en 3 ans. On a 17% d'étudiants internationaux, mais Camille Villain, qui représente le service général des relations internationales, vous en dira plus sur tous nos partenariats internationaux, et un peu plus d'un tiers d'étudiants boursiers au sein de l'université, boursiers sur critères sociaux. On est une université en droit, économie, gestion et sciences humaines et sociales. On a une faculté de droit qui est la plus importante en termes d'effectifs étudiants, puisque c'est 35% de notre effectif. L'IAE Lyon, l'Institut d'administration des entreprises, qui représente près de 30%. Vient ensuite la faculté des langues. Alors, on a une faculté des langues qui est particulièrement pourvue au niveau du nombre de langues qui y sont enseignées, puisque nous avons également un vivier de langues rares, pour ceux que ça intéresse, donc de l'hindi, du sanskrit, du grec moderne. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les langues rares. Donc, une quinzaine de langues enseignées pour à peu près 20% des étudiants. La faculté des lettres et civilisations, qui est très hétérogène du point de vue des disciplines enseignées,
pour 10% des étudiants, l'IUT qui a à peu près aux alentours de 1000 étudiants, une faculté de philosophie, alors qui est petite en nombre, mais qui est importante en termes de recherche, de travaux et de réflexion, pour à peu près 800-900 étudiants. Et puis d'autres étudiants alors, qui sortent des différentes composantes et qui sont affectés aux relations internationales ou dans des parcours de formation continue pure, puisqu'on accueille aussi des personnes qui sont en reprise d'études. On a 3 campus, alors ça c'est important également, puisque là vous êtes sur le campus principal en termes d'accueil, puisqu'on a plus de 18 000 étudiants sur le campus. Celui de la manufacture des tabacs, c'est un campus de centre-ville, comme le deuxième, le campus des quais. Donc ça a les avantages et les inconvénients d'un campus de centre-ville, c'est-à-dire qu'il y a moins de verdure, mais c'est central. Voilà, c'est les avantages et les inconvénients, avec à peu près 6 000 étudiants. Et puis un campus qui se développe de plus en plus, le campus de Bourg-en-Bresse, qui a une particularité par rapport à son écosystème, par rapport aux collectivités qui soutiennent énormément le campus, avec un peu moins de 1000 étudiants. Et bien sûr, on a près de 3000 étudiants qui sont en formation délocalisée, que ce soit à l'université, donc en France, ou dans des universités étrangères, puisqu'on a un certain nombre de partenariats, mais je laisserai ma collègue préciser ces éléments. Rapidement aussi, puisque quand on rentre à l'université, c'est la question de la réussite qui se pose. Donc on a à peu près 9500 diplômés par an, ça ce sont les chiffres de 2021. Un taux de réussite, alors je n'ai pas pu vous donner le taux de réussite des BUT puisque nous ne sommes pas encore en promo complète de BUT, puisque la 3e année va arriver prochainement. Donc on a à peu près 100% d'étudiants qui ont réussi le diplôme universitaire de technologie, ce qui existait au préalable, 89% sur la licence professionnelle et sur la licence générale. Alors on est dans les moyennes nationales. On a en année diplômante, c'est-à-dire les étudiants qui sont inscrits en année de 3e année de licence, c'est là où l'année diplômante, 90% de réussite, sachant que ceux qui réussissent en 3 ans, c'est 48% à l'université. Donc ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire juste qu'il faut travailler. Je donne ce conseil généralement. Et pour tous les parents qui sont là et qui sont stressés, je vous rassure, ma fille est aussi dans la salle. Elle a été obligée de venir. Donc... voilà, et la donnée nationale qui est reprise, c'est vraiment la donnée de la réussite en 3 ou 4 ans, puisque ce sont la cible pour le ministère, c'est la réussite en licence en 4 ans, et là, 3 ou 4 ans, c'est 64% des étudiants. Et master, bien naturellement, une fois qu'on a gravi les 3 premières années, le master, je dirais pas que c'est une formalité, mais ça devient beaucoup plus simple, puisqu'on se spécialise dans un domaine qui nous intéresse, pour lequel on est motivé, et quand la motivation est là, généralement, eh bien, tout le reste suit. Une insertion professionnelle, alors ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de l'Université Lyon 3, puisque c'est notre domaine, j'allais dire, dans notre ADN. On est très connecté aux entreprises, à l'univers, on va dire, de l'insertion professionnelle, des stages, de l'alternance. Et du coup, on a un accès moyen au premier emploi qui est de 2 mois, avec des insertions professionnelles qui sont parfois très, très riches, parce qu'on a des étudiants, à partir du moment où beaucoup de formations sont avec des stages ou de l'alternance, des étudiants qui sont embauchés dans leur premier emploi avant même d'être diplômés. Donc ça permet en fait d'avoir cette insertion professionnelle particulièrement élevée. Alors j'en viens rentre dans le vif du sujet, sur l'offre de formation elle-même. Voilà, donc je pourrais m'arrêter à ça, mais ça c'est la cartographie en chiffres de notre offre de formation. Donc on a 3 bachelors universitaires de technologie. Je vais vous les présenter rapidement. Vous avez bien sûr toutes les informations qui seront diffusées dans les différents salons. Et à partir du moment où Parcoursup sera ouvert, les futurs candidats pourront aller faire leur marché et aller à chercher les informations nécessaires. Ce qui va vous intéresser particulièrement, effectivement, aujourd'hui, c'est les bachelors universitaires de technologie que nous proposons. Et les mentions de master, on a 9 mentions de master, ça veut pas dire qu'il y a de licence, pardon, ça veut pas dire qu'il y a 9 licences, c'est des mentions. À l'intérieur d'une mention, il y a plusieurs parcours proposés. 13 mentions de licence professionnelle, là encore, sur les 13 mentions, il y a plusieurs parcours dans une mention.
Et puis après, 50 mentions de master, 7 mentions de doctorat, 23 prépas pour ceux qui font les concours d'agrégation, avocat, etc., ou préparation. 82, je vais y arriver, diplômes d'université. Et un DAEU, alors ça, c'est pas pour vous, parce que vous allez tous avoir le bac. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais le DAEU, c'est fait pour des personnes qui n'ont pas eu le baccalauréat et qui veulent intégrer des études universitaires. Et donc, ils peuvent suivre ce qu'on appelle un diplôme d'accès aux études universitaires. On ne va pas leur donner le bac avec ça, mais c'est juste un diplôme qui leur permet de suivre une formation de niveau enseignement supérieur. Alors, je vais commencer par le BUT. Alors, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail, c'est juste de vous présenter l'architecture. On a 3 BUT à l'université Jean Moulin. Un BUT carrière juridique, pour ceux qui veulent plutôt épouser les carrières d'administration, dans la justice aussi, tout ce qui concerne les administrations. Un BUT information et communication. Et un BUT gestion administrative et commerciale des organisations. Chacun, comme vous le voyez, je ne vais pas les détailler, a des parcours. Alors, la manière dont ça fonctionne... Pardon, je t'en prie. Je voulais juste apporter une précision. Vous avez effectivement dans les documents qui vous ont été remis le guide étudiant Lyon 3, juste les mentions et certains des parcours. Il y a des évolutions qui sont en train de se faire, donc qui seront disponibles dès la rentrée 2023. Donc n'hésitez pas à revenir sur le site, n'hésitez pas à revenir, alors quand je dis le site, c'est le site internet de l'université, ou aller aux journées portes ouvertes organisées par le BUT, comme pour les autres composantes. Il y a un travail d'actualisation qui est en cours, et si vous consultez le site aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas exactement la totalité de ce qui sera accessible à la rentrée universitaire. Donc c'est à 95% fixé, mais il y a encore des petites évolutions sur des appellations, je vois management des activités culturelles et artistiques, qui n'existaient pas encore à la rentrée de cette année 2022. Absolument. Parce qu'on est en négociation avec le ministère en permanence. Donc, management commercial et marketing omnicanal comme management des activités culturelles et artistiques, c'est en navette avec le ministère. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis plus à jour que le site. Voilà, en gros, ce que je vous dis est plus à jour. Alors, ce qu'il faut retenir sur le BUT, puisque c'est une réforme récente, c'est un cursus en 3 ans. Avec 1800 heures d'enseignement pour les étudiants. Ça représente 180... Alors, cet acronyme ECTS, c'est des crédits européens. C'est-à-dire qu'une licence, c'est 180 crédits. Une année à l'université, c'est 60 crédits. Sachant qu'une année, ça se divise en 2 parties, 2 semestres, qui font chacun 30. Donc, si une licence, c'est du coup 6 semestres, si vous avez bien révisé les mathématiques, 30 ECTS fois 6 semestres, ça fait 180 crédits et c'est à partir de là qu'on accède au niveau supérieur. Les étudiants, dans le cadre de ces BUT, se spécialisent à partir de la 2e année. Donc, ils font une première année, on va dire, générale d'acculturation, j'allais dire, aux disciplines qui sont proposées. Et à partir de la 2e année, ils choisissent une des spécialités. Ce qui fait aussi la particularité des bachelors universitaires de technologie, c'est l'alternance, puisque bien naturellement, c'est l'objectif, c'est la professionnalisation. L'objectif d'un BUT, ça n'est pas de poursuivre en master, c'est vraiment de s'intégrer professionnellement. Le diplôme est fait pour cela, pour s'insérer professionnellement dans la vie active et dans une organisation. Et toute l'organisation du cursus est faite par bloc de compétences, c'est-à-dire qu'on évalue par compétences. On a une pédagogie qui est basée sur la compétence elle-même qui est définie. Et puis, on garde malgré tout, pour des étudiants qui viendraient d'autres cursus, des licences professionnelles, alors qu'on appelle des licences suspendues, hein, c'est-à-dire c'est juste la 3e année, donc à l'issue, alors généralement pas à l'issue d'un BUT, mais à l'issue de 2 années de licence, par exemple, ou d'étudiants qui viennent de BTS, il y a la possibilité de faire une licence professionnelle. Alors celles qui sont notées ici, c'est celles que l'on conserve et qui ne sont pas en lien avec les BUT qui sont proposés, donc elles apportent une valeur ajoutée supplémentaire. Voilà, et elles sont notamment mises sur des niches, c'est-à-dire vraiment il y a une forte attractivité parce que les étudiants sont généralement embauchés très rapidement à l'issue de ces licences pro. Donc ça, c'est pour l'IUT. C'est un peu particulier puisque ce n'est pas une licence générale comme on l'entend dans les autres composantes, mais c'est vraiment le bachelor universitaire de technologie qui est la principale formation. Pour l'offre de formation, en licence générale, donc pour
toutes les grandes mentions. Quand on dit j'ai fait la fac, c'est ces éléments-là qui reviennent dans les formations. On est en pleine réforme puisqu'on va commencer à avoir une nouvelle proposition au niveau de la présentation de nos formations et de la pédagogie qui est adoptée. L'objectif, c'est vraiment d'aider l'étudiant à trouver sa voie et construire un parcours au fur et à mesure. Au préalable, vous faisiez une licence droit, c'était droit. Voilà. Je fais du droit pendant 3 ans et je me spécialise après. Ce que l'on a voulu faire avec cette réforme, c'est dans le cadre du nouveau contrat, c'est de pouvoir personnaliser un petit peu plus les parcours et de proposer à l'étudiant d'être vraiment proactif dans la manière de construire son parcours. Et donc, on a un cursus qui est organisé en majeur et en mineur. L'étudiant va choisir une majeure dans un domaine disciplinaire, qui est le principal, donc c'est les 20 crédits qu'il va obtenir sur cette majeure, et il va la compléter avec une mineure. Alors cette mineure, pour 10 crédits, qui est, comme son nom l'indique, alors ce n'est pas qu'elle est mineure, c'est qu'elle est moins importante dans sa formation, cette mineure va lui permettre de construire soit un parcours monodisciplinaire, je veux faire du droit en majeur et je veux faire du droit en mineur, donc je veux faire du droit, voilà, il n'y a pas d'autre choix, soit de construire un parcours bidisciplinaire, alors que l'on a fléché, parce que sinon l'étudiant peut partir dans tous les sens et il va se perdre. Donc on a fait des parcours types, et par exemple un étudiant qui veut faire un parcours bidisciplinaire peut choisir une majeure droit et une mineure gestion, voilà, pour avoir une bidisciplinarité et une double compétence dans sa formation, et se réinsérer éventuellement après dans d'autres éléments. C'est très utile sur certains parcours. Par exemple, un étudiant qui veut faire droit des affaires, le fait qu'il ait du droit et de la gestion, c'est particulièrement utile pour lui. Contrairement, alors on a un nombre d'heures qui est plus limité en licence générale, c'est 1500 heures d'enseignement, c'est toujours 3 années et 6 semestres, c'est toujours 180 ECTS. Et un étudiant qui suit une majeure dans une discipline et une mineure dans une autre discipline, il peut, à l'issue de la première année, donc on peut choisir un certain nombre, pas toutes, hein, les mineures ne sont pas toutes ouvertes, il peut choisir d'intégrer, parce qu'il découvre par exemple que la mineure qu'il a suivie dans une autre discipline lui plaît plus, il peut aller de droit dans une licence 2e année avec une majeure qui serait la discipline de la mineure qu'il a suivie. C'est-à-dire qu'il se réoriente. Ça lui permet de naviguer. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il ne navigue pas trop, parce qu'on peut se perdre et à un moment donné ne pas réussir à trouver sa voie. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de le guider en vue de l'intégration d'un master, puisque c'est bien ça qui nous intéresse, de faire en sorte que les étudiants intègrent un master et finalisent leur master à la fin de leur cursus. Alors, l'ensemble de notre offre de formation, structurée en majeur, mineur, concerne les 9 mentions sur lesquelles nous sommes accrédités par le ministère. Donc, le droit, je vais vous montrer les parcours, comment ça se présente, la gestion, LEA, donc langues étrangères appliquées, au niveau de la faculté des lettres, LLCER, langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, toujours à la faculté des langues. J'ai dit lettres pour LEA, c'est langue. La faculté des lettres, qui a plusieurs départements, donc le département des lettres, le département d'histoire, le département de géographie et aménagement et le département d'information-communication, très hétérogène. Et on a une faculté de philosophie avec une licence de philosophie. Alors, je vous montre quelques exemples, vraiment c'est pour que vous puissiez faire un visuel. Par exemple, sur la mention droit, on a une majeure unique qui est droit. Et il y a plusieurs mineurs possibles. Alors, vous allez voir, dans les mineurs qui sont proposés, il y en a qui concernent que la première année. L1, c'est licence première année. L2, deuxième année. L3, troisième année. Si vous voyez L4, c'est qu'on ne parle pas de la licence, parce que ça n'existe pas. Donc, voilà, la licence droit, pour les étudiants, généralement, ils vont prendre, s'ils veulent faire un parcours monodisciplinaire, la majeure droit et la mineure droit. Ils vont avoir une mineure droit en première et deuxième année. Et à partir de la troisième année, ils pourront choisir entre une troisième année de droit public ou une troisième année, par exemple, de droit privé ou autre chose dans l'offre qui est proposée. Donc en première année, c'est la mineure droit, la mineure accès santé pour les étudiants qui font un double cursus avec la licence accès santé dans le cadre de la réforme
des études de santé. La licence, alors c'est joli, PILP. PILP, c'est le projet d'insertion à une licence professionnelle. C'est-à-dire que les étudiants choisissent une mineure sur les métiers de l'immobilier, qui est très en vogue actuellement, qui attire beaucoup d'étudiants sur les 2 premières années. Et en 3e année, ils intègrent par contre une licence professionnelle dans le domaine pour s'intégrer professionnellement. La licence droit, sciences politiques, qui va bien également ensemble. Les prépas que je mets ici, ça, c'est pas sur Parcoursup, mais c'est ceux qui veulent faire une préparation IEP ou ENS. Alors, l'école de la réussite, c'est dans la licence droit, c'est pour les étudiants qui sont appelés en WICI, donc c'est les études de licence faites sur 4 ans. Ça vous dit quelque chose, WICI? Non, rien du tout. Alors, les WICI, c'est les étudiants qui sont admis sur Parcoursup sous réserve de suivre des cours compte tenu de leur niveau, compte tenu de leur parcours, compte tenu de ce qui est indiqué dans leur dossier, sous réserve de suivre un cursus un peu particulier avec de la remédiation, avec des remises à niveau, avec de l'accompagnement, avec du tutorat. C'est très utile. Les étudiants prennent ça comme un échec parfois, alors que c'est une opportunité qui est laissée aux étudiants de pouvoir faire notamment la première année en 2 ans. Donc on découpe la première année, c'est des petits groupes. Allez, un amphi de droit en première année, c'est 450 étudiants. Et il y a 5 amphis en parallèle. Voilà, donc il y a 5 séries de 450. À l'IAE, c'est pareil, c'est 3 séries de 450. Donc on a des étudiants qui sont tous ensemble. Il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut s'entraider, mais on peut vite perdre pied. Et donc, pour des étudiants dont on estime qu'il y a des fragilités particulières, on les inscrit sur ce cursus. Et je trouve que c'est une chance, parce qu'on est dans des petites promos où on apprend à travailler aussi différemment. Et on peut réintégrer, à partir de ces 2 années, le cursus normal en L2 et en L3. C'est juste qu'on aura fait la licence en 4 ans. Ça se développe de plus en plus. Donc, vous le verrez, si vous êtes allé sur le site Parcoursup, vous allez voir les appelés en WICI. Vous allez voir que ça fait partie de ces publics-là. Comment? Oui, si. C'est oui, si vous faites ça. Voilà. On appelle ça les oui, si, ouais. Et on a, alors ça c'est les parcours plus, on va dire, élitistes, plus sélectifs, puisque là ils sont sélectifs pour le coup, il y a une double licence droit philo. Ça veut dire que les étudiants vont suivre et le parcours de licence droit et le parcours de licence philosophie. Là, il faut être armé, c'est beaucoup de travail, on navigue entre des disciplines différentes, c'est pour ceux qui en veulent, ceux qui ont besoin d'être nourris, voilà, et qui vont faire du sport à côté, de la musique, voilà. Ceux qui aiment travailler, qui ont besoin de ça, on en a, mais c'est des parcours qui sont quand même très exigeants au niveau de la motivation et puis du travail personnel. Et on a un certain nombre de licences professionnelles. Donc voilà, très rapidement, je vous présente également, alors je vais insister surtout sur les majeurs. Pour l'IAE, on a une licence gestion avec 2 majeurs. Une majeure gestion et management, celle qui regroupe le plus de candidats, avec plusieurs mineurs possibles. Alors là, le parcours, c'est un peu différent de ce que pratique la fac de droit, puisque à l'IAE, les étudiants vont choisir au premier semestre, ils n'ont pas le choix, ils prennent l'option gestion, la mineure gestion. Et à partir du 2e semestre, ils vont choisir entre environnement économique, donc c'est le parcours un peu plus matheux, et monde contemporain, qui est le plus le parcours sciences humaines et management. Et à l'issue de leur L2, ils pourront encore plus se spécialiser alors dans les grands domaines de la gestion, les ressources humaines, la gestion de production, l'audit, le contrôle banque, tout ça, c'est vraiment les métiers de la finance et des chiffres, le marketing, les systèmes d'information. Et on essaye, alors on est en négociation entre les composantes, d'ouvrir également une mineure droit, c'est-à-dire à l'instar du droit qui aurait une mineure gestion, les étudiants de gestion pourraient suivre une mineure droit, donc avoir ce double cursus. Et puis on a une majeure, c'est un parcours qui est bilingue, donc avec Business and Management, qui a ouvert l'an dernier, qui est un parcours, alors pas sélectif, mais à capacité limitée. Il y a une grande majorité des enseignements qui sont faits en anglais, donc il faut avoir un bon niveau d'anglais pour intégrer la licence. Mais voilà, on a un taux de pression très important sur cette licence, puisque beaucoup d'étudiants veulent intégrer des parcours un peu élitistes, où ils vont être aussi moins nombreux dans ces promos-là.
On a une double licence également, sélective. Donc là, c'est le parcours gestion et langues étrangères appliquées. Donc les étudiants vont choisir des langues étrangères en plus de leur parcours de gestion. Et on a d'autres parcours sélectifs, le diplôme de comptabilité et de gestion, et des parcours qui vont être accessibles à partir de la 2e ou de la 3e année, et puis également des licences professionnelles. On a beaucoup de formations qui sont proposées au niveau licence. Sur la faculté des langues, alors, on a 2 grandes mentions, LEA, langues étrangères appliquées. Là, les étudiants vont choisir une majeure LEA avec, alors, obligatoirement l'anglais. Dans LEA, c'est l'anglais obligatoire avec une langue possible associée parmi 10 langues possibles. Alors, je vous les mets, elles sont sur la droite. La langue B, c'est allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Les langues qui sont soulignées sont des langues où il y a possibilité de proposer un cursus en 4 ans, c'est-à-dire avec une année 0 pour ceux qui veulent découvrir une nouvelle langue mais qui n'ont aucune compétence dans cette langue et donc du coup ils vont suivre une année 0. Voilà, donc il y a plusieurs mineurs qui sont proposés également à la faculté des langues. Et pour la majeure LLCER, donc langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, on a là pour c'est une seule langue, donc il n'y a pas l'anglais plus une autre langue, puisqu'on est sur vraiment l'étude de la littérature dans ces langues-là. On a la possibilité de choisir l'anglais, l'allemand, l'arabe, le chinois, l'italien, le japonais ou le russe, avec même principe, les langues qui sont soulignées sont celles qui sont où un cursus en 4 ans est possible. Et puis, on a une licence sélective qui est la licence LLCER trilingue, c'est-à-dire qu'on va rajouter au français et à une des langues, enfin à l'allemand, l'italien ou l'espagnol, l'anglais. Donc on va étudier la littérature en anglais, en allemand, en anglais, en italien, en anglais, en espagnol et aussi en français. Donc c'est un parcours, on va dire, oui, sélectif et parcours d'excellence pour les étudiants. Faculté des lettres. Alors très rapidement également, on a les mentions. Dans la mention lettres, on a plusieurs majeures possibles. Il y a la majeure lettres modernes. C'est lettres en fait. Enfin, ça s'appelle lettres maintenant. Avant, c'était lettres modernes. Je crois que c'est moi qui ai remis l'intitulé ancien. On a une majeure LLCA, donc langue, littérature et culture de l'Antiquité, anciennement lettres classiques, on va dire, et plus encore. Une majeure histoire avec plusieurs possibilités et l'histoire offre des mineurs à d'autres composantes en disant si vous voulez, vous êtes non historien, nous on vous offre une mineure si ça vous intéresse de suivre. C'est parfois intéressant. Ils l'offrent vraiment. Oui, c'est offert. Ouais, c'est bien. Et on a sur le campus de Bourg-en-Bresse un parcours d'histoire et territoire. Voilà. Et puis toujours sur la faculté des lettres, on a une mention géographie et aménagement, avec la mention géographie et aménagement, et une mention aménagement, développement et transition des territoires, donc très en lien aussi avec tout ce qui est transition écologique. Et puis la mention Infocom, alors qui est très particulière parce que c'est une mention qui existe en accès en 3e année. Donc en fait, pour que les étudiants puissent y arriver en 3e année, on a un certain nombre de mineurs possibles qui sont proposés dans les autres parcours dès la 1re année. Donc information, communication médias et organisation, stratégie de l'information, de la donnée et du document numérique pour ceux qui sont intéressés par ces différentes filières. Et je termine par une mention qui est simple parce qu'il y a une majeure philosophie et une mineure philosophie. Mais comme ce sont des philosophes qui l'ont construite, c'est une mineure à facettes. C'est-à-dire qu'il y aura des options à l'intérieur et on pourra aller explorer différents auteurs, différentes dimensions de la philosophie. Et bien sûr, la double licence droit-philosophie que l'on conserve dans cette offre de formation. Voilà, je vous ai rapidement présenté toute l'offre
Alors derrière tout ça, il y a beaucoup de contenu. C'était vraiment pour que vous ayez un aperçu et pour insister aussi, parce que c'est la préoccupation de beaucoup d'universités, nous y attachons à Lyon 3 une importance fondamentale, c'est tous les dispositifs d'aide à la réussite, puisqu'on a mis un certain nombre de dispositifs en place ou de dispositifs, j'allais dire aussi assez naturels, le tutorat entre étudiants par exemple, qui fonctionne beaucoup au sein des composantes. Voilà. Il y a des entraides. Moi, j'ai en charge aussi la vie étudiante au sein de l'université. Il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent de pouvoir réserver des salles, parce que les salles ne sont pas en libre accès, c'est des cours en priorité, mais pouvoir réserver des salles sur des horaires particuliers pour pouvoir tout simplement faire des révisions. Donc, il y a un étudiant de 3e année qui vient aider des étudiants de 1re année à réviser pour les examens. Là, ils sont en période d'examen en ce moment. Ouais, ça va ? Ouais. Et en fait, voilà, il y a une entraide. Et au-delà de ces dispositifs naturels qui font partie de la vie étudiante, on a un certain nombre de dispositifs, comme le pôle réussite, qui propose des formations, par exemple, en développement personnel, gérer le stress avant les examens ou après. On attend des résultats. Voilà. Comment s'organiser, comment travailler en équipe. Donc, un certain nombre d'éléments qui, ce qu'on appelle les soft skills, hein, en bon français, les compétences douces, mais qui viennent, j'allais dire, accompagner l'étudiant dans sa réussite et qui contribuent à sa réussite. On a bien sûr de la remédiation et de la réorientation. Et là, le service de l'insertion professionnelle, oui, j'arrête, c'est ça. Je pose le micro. Voilà. Fait beaucoup de choses. Voilà. Et puis tout ce que l'on fait là aussi pour vous aider. Et puis, pour vous abreuver, je finis. Voilà la poursuite d'études en master. Alors ça, c'est un défi parce que j'ai réussi à faire entrer 50 mentions de master sur une seule page. Mais ça vous donne toutes les possibilités qui sont proposées et tout ça. Ça, par contre, c'est mis à jour sur le site puisque les masters, on les a mis en place dès l'an dernier. Toutes mes excuses pour te censurer. Je précise quand même que cette présentation sera disponible en replay très rapidement. Donc je ne sais pas si ça sera dès demain matin ou en tout cas dans les jours qui viennent. Vous pourrez accéder sur la chaîne YouTube de l'université. Donc vous pourrez vous arrêter sur chacun des supports que vous avez vus, parfois rapidement parce que j'accélère un petit peu la présentation. Ouais. Est-ce que tu me laisses 1 minute ? 30 secondes. Il est dur en négociation. On a des bibliothèques universitaires. La bibliothèque, vous allez la voir aussi en sortant. Elle est ouverte 7 jours sur 7, donc y compris le dimanche. On a une vie associative très riche. Donc il y a la bibliothèque sur le site et puis sur d'autres. Une vie associative très riche. Il y a 114 associations étudiantes. Alors ils font tout. Parfois n'importe quoi, mais on les recadre. Hein. Mais voilà, c'est la vie étudiante. Ça fait partie des études, un service des sports, un service santé et handicap, un service des affaires culturelles, donc tout ça existe à l'université, et le service commun d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle et à la recherche de stages. Merci beaucoup Nathalie pour cet exercice quasiment impossible, mais que tu as réussi avec brio. Alors, voilà, les encouragements du public. Ne l'incitez pas à reprendre le micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, deuxième élément constitutif de l'ADN, on a parlé tout à l'heure de l'insertion professionnelle, de la proximité avec les milieux économiques, associatifs, collectivités territoriales. C'est l'international, l'ouverture sur l'international. Donc Camille Villain, qui est responsable administrative de ce secteur, va vous dire ce qu'il en est de façon un petit peu plus précise, la diversité des possibilités que vous trouvez pour aller à l'international dans tous les sens du terme. Donc je la laisse en espérant 10-15 minutes, c'est ça ? Parfait. Merci pour qu'on ait ensuite la possibilité d'échanger avec le public. Bonsoir et merci d'être venu. Donc je vais vous présenter pas toute l'activité internationale de l'université. Donc il y a peut-être des annonces qui ont été faites qui ne seront pas tout à fait détaillées. Mais vous concentrer mon intervention sur les possibilités qui sont données aux étudiants pour aller à l'international durant leurs études. On a plusieurs types de mobilité qui existent. Je me concentrerai sur celle qui est la plus connue, qui est la mobilité d'études dans le cadre d'un échange qui peut se faire en licence et en master. Mais sachez que vous pouvez aussi partir en mobilité dans le cadre de double diplôme qui prévoit un semestre ou 2 semestres d'études à l'étranger et dans une université partenaire
Et votre parcours est reconnu par l'université comme un de ces diplômes. Donc, à la fin de votre parcours, vous avez 2 diplômes. D'autres types de mobilité existent, plus courtes pour le coup, du nouveau programme Erasmus qui s'appelle les mobilités intensives hybrides, qui sont plutôt des projets pédagogiques, on va dire, menés par un enseignant avec des universités partenaires sur une thématique et avec une partie en virtuel où vous interagissez avec vos collègues des universités partenaires et une partie en réel, sur place. Et puis, bien sûr, vous avez d'autres possibilités de partir à l'étranger dans le cadre de stages au cours de vos études. Soit votre formation vous impose d'aller faire un stage à l'étranger, soit votre formation vous permet d'aller faire des stages à l'étranger. Et c'est une expérience que je vous conseille, bien sûr, pour connaître non seulement les bénéfices d'aller à l'étranger, c'est-à-dire d'avoir une découverte, une autonomie dans un pays qui n'est pas le vôtre, de pratiquer une langue, et éventuellement une langue étrangère, mais on peut aussi avoir de très bonnes expériences à l'étranger dans un pays francophone, ça existe aussi. Et puis d'avoir une expérience d'un milieu professionnel étranger qui est toujours quelque chose de valorisant dans votre parcours. Et puis, vous aurez dans votre parcours universitaire aussi, éventuellement, la possibilité de partir à l'étranger lors d'une césure. Donc, je ne sais pas si les gens du BIP sont là, mais si besoin, ils pourront vous en dire plus. De faire, pourquoi pas, du volontariat. Alors, c'est complètement en dehors du parcours de formation, mais c'est aussi une possibilité de partir à l'étranger. Et puis, éventuellement, de participer à des summer schools, des écoles d'été, des écoles d'hiver que proposent certaines de nos universités partenaires. Donc, maintenant que je vous ai fait ce panorama un petit peu général des occasions que vous avez de partir à l'étranger, à l'université, je vais me concentrer un peu plus sur la mobilité internationale d'études. Donc, le principe, c'est de partir pour un semestre ou pour 2 semestres pendant votre diplôme pour étudier dans une université partenaire en Europe ou en dehors de l'Europe. L'intérêt, c'est que vous partez dans une université étudier des matières qui sont reconnues dans votre diplôme. D'où l'importance, l'intérêt des crédits ECTS. Et que dans certaines conditions, vous pouvez accéder à des universités qui, si vous y alliez de votre propre chef, coûteraient une fortune. Et que là, vous y allez pour les mêmes conditions financières que l'inscription dans votre année d'études. Donc, comment ça se passe pour partir à l'étranger ? Eh bien, d'abord, il faut préparer son départ. Il faut vérifier les conditions de départ possibles dans sa formation, se renseigner sur les universités partenaires dans lesquelles on aurait envie de partir et quelles sont les conditions pour ces universités d'accès, notamment sur des questions de compétences linguistiques, parfois de tests de langue spécifiques qu'il faut passer pour pouvoir faire une candidature, et se renseigner sur les bourses de mobilité, une bourse d'aide à la mobilité, qui permettent d'aider à faire financièrement cette expérience. Donc les conditions de départ, elles changent elles sont différentes selon votre filière. Certaines des filières de l'Université Lyon 3 permettent un départ en licence, d'autres en master, d'autres les deux. Certaines permettent de la mobilité au semestre, certaines non. Donc vous avez un tableau récapitulatif ici que vous pourrez retrouver
dans le guide des études à l'international sur le site internet. Une fois que vous serez rentré dans l'université, vous pourrez le savoir en détail. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut se renseigner sur les universités partenaires. Alors, on a 206 partenaires dans les pays du programme Erasmus+. Donc, en Europe, rappelons que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, ni du programme Erasmus+, et dans certains pays partenaires comme la Norvège, la Turquie, la Macédoine. Et on a 222 partenaires ailleurs dans le monde, en dehors de la zone Erasmus+. Certains partenaires, nous avons des accords pour toutes les facultés. Certains partenaires ont des accords avec une seule, 2 ou 3 facultés. Donc, quand on se prépare à faire des études à l'étranger, eh bien, on se demande d'abord à quelle période je vais pouvoir partir, où est-ce que je vais pouvoir partir, et beaucoup pourquoi je veux partir. Donc, on s'interroge sur les cours qui sont donnés dans l'université, on regarde, on s'informe. Un attrait, alors évidemment aussi peut-être pour une zone, mais ce n'est pas la seule raison. Et puis, on se renseigne sur la procédure de candidature à la mobilité d'études. Globalement, une mobilité d'études à l'étranger, ça se prépare au moins 1 an à l'avance. Alors, les choses sont plutôt bien faites parce qu'on va vous demander de faire une candidature en novembre de l'année précédant votre départ. Et surtout le mois d'octobre, il y a 1 mois d'informations sur le départ à l'étranger, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans nos universités partenaires, comment procéder, etc., etc. Et puis, vous allez passer des tests de langue qui sont obligatoires selon les destinations. Et puis, entre décembre et février, il y aura des entretiens de sélection où les étudiants rencontrent des enseignants qui connaissent la zone, qui connaissent les universités et puis qui vérifient qui échangent, vérifient sur leur motivation et voient si les choix qui ont été émis par les vœux qui ont été émis par les étudiants correspondent à leur faculté, à leur capacité et à ce que proposent les universités. Et puis entre février et avril, les étudiants sont affectés dans les universités de départ. Pour bien partir, une fois qu'on a été sélectionné, il faut aussi quand même avoir un petit peu des recommandations à suivre, vérifier si les frontières du pays sont ouvertes. En ce moment, ce n'est pas le cas encore partout. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir un visa ? Ça peut être quelque chose d'assez long et compliqué pour le Japon, par exemple. Et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus simple. Et puis se renseigner sur les conditions de vie, et notamment les recommandations qui sont apportées aux voyageurs. Pensez aux assurances qu'il faut souscrire. Se renseigner sur les conditions sanitaires aussi. Voilà, on est prêt à partir. Dans des temps un petit peu troublés que nous avons connus ces 3 dernières années, on conseille quand même de ne pas prendre d'engagement trop hâtif parce que malheureusement, les conditions peuvent aussi changer d'un jour très rapidement. Et on invite à la prudence. Voilà pour le parcours des étudiants qui partent en mobilité d'études. Il existe des bourses de mobilité qui aident à vivre sa mobilité.
Alors, j'insiste sur le fait que ce sont des aides à la mobilité parce que ce n'est pas des montants qui permettent de vivre clairement pendant un semestre ou une année dans le pays. C'est une aide, c'est un coup de pouce. Donc nous, on prévient les étudiants aussi que quand on se prépare à partir à l'étranger, on se prépare aussi à mettre un peu des économies de côté pour pouvoir partir. Et puis éventuellement choisir une destination qui correspond aussi au niveau de vie qu'on peut vivre. On a des bourses d'aide qui sont financées par des institutions. Donc on a Erasmus+, qui est le plus connu pour des départs en Europe. On a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui donne aussi une bourse. Et puis, pour les étudiants qui sont boursiers sur critères sociaux, il y a 2 choses. D'abord, ils gardent leur bourse française quand ils partent à l'étranger. Et d'autre part, ils peuvent avoir droit à une aide supplémentaire pour leur départ. Comment ça se passe après ? 2 minutes. Les étudiants sont accompagnés par le service des relations internationales à Lyon. Ils ont aussi un référent dans l'université d'accueil. Ils peuvent avoir des tuteurs aussi dans l'université d'accueil. Et puis quand ils reviennent, on prend en compte les acquis de leur mobilité. Et puis on a mis en place des groupes d'atterrissage qui permettent aussi d'échanger entre étudiants sur leur expérience. Et parfois des étudiants qui sont un petit peu perdus quand ils ont fait une expérience à l'étranger, de se remettre un petit peu sur les rails, peut-être avec un projet qui a un petit peu changé par rapport à ce qu'ils avaient pensé faire après leur période à l'étranger. Voilà. Les stages, j'en ai parlé tout à l'heure, ça se passe avec les bureaux des stages. Et puis, si vous voulez retrouver toutes les informations sur ces possibilités, vous les trouvez sur le site internet, avec les destinations, avec le guide, avec des témoignages d'étudiants. Et vous pouvez toujours nous contacter au service des relations internationales. Merci beaucoup Camille. On va enchaîner, témoignages d'étudiants. Nous en avons 3 sur le plateau. Alors, je pensais faire de la personne qui a connu depuis longtemps déjà, ça fait 4 ans que vous êtes à l'université. Finalement, je vais prendre Robin, qui est en licence TQM à l'IAE. Donc, je voulais savoir comment il avait perçu le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, avec cette diversité de l'offre, avec cette diversité des services qui sont accessibles, avec ces perspectives, notamment à l'international. Donc, comment avez-vous vécu ce passage ? Est-ce que c'était quelque chose qui correspondait vraiment à une vraie difficulté ? Il y a eu un accompagnement ou au contraire, vous aviez tellement bien préparé en assistant déjà à des soirées, je ne dis pas par an parce que ce n'est pas votre catégorie d'appartenance, mais en étant présent sur des journées de l'enseignement supérieur ? La période Parcoursup, au début, ça a été un petit peu compliqué. De faire son choix, parce que moi j'avais fait les spécialités SES, géopolitique et option maths complémentaires avec l'aspect maths en première. Et au départ, j'avais mis aussi des prépas sur Parcoursup. J'ai pas été pris dans les différentes prépas. Et du coup, l'IAE, c'est l'un des choix qui m'a le plus attiré, parce que c'est vrai qu'au niveau du commerce, ça reste encore très large. Et il existe aussi des admissions parallèles que j'aimerais essayer en 2e et en 3e année. Pour essayer d'intégrer des écoles de commerce. Donc l'IAE, c'est une bonne passerelle, sans faire forcément de prépa durant 2 ans. Une bonne passerelle pour essayer les écoles de commerce. On n'a pas choisi les témoins. Il y en a qui parlent cash en disant je suis de passage à l'université. Ça va être l'occasion pour moi de me préparer dans les meilleures conditions possibles, avec un coût qui est limité, pour candidater à des écoles de commerce, passer ces concours. Sont des trajectoires que l'on trouve aujourd'hui, donc c'est tout à fait entendable. Donc, voilà. Nous sommes une passerelle, il y a différentes formes de passerelles, il y a des gens qui viennent vers nous grâce à d'autres passerelles, mais c'est un des parcours possibles. Alors je vais peut-être vous poser une deuxième question au-delà des projets que vous venez d'évoquer. L'intégration, parce qu'on a évoqué les grands amphis, j'ai entendu tout à l'heure des parents qui arrivaient en disant
Oula, cette grande maison, c'est un vrai labyrinthe, je ne sais pas comment on peut s'y retrouver. Vous, du haut de vos 18-19 ans, je ne sais pas exactement, 18. comment vous vivez cette arrivée dans un grand labyrinthe et est-ce qu'il y a vraiment un soutien? Alors, on parle beaucoup des dispositifs d'accompagnement, des enseignants référents. Je crois qu'au niveau de l'IAE, il y a ce qu'on appelle des maisons, il y a des associations d'étudiants qui sont très présentes. En 30 secondes, comment vous avez pu bénéficier de cela? Et c'est vrai qu'au début, la première semaine, c'est un petit peu différent par rapport au lycée. On est quand même plus laissé à nous-mêmes. Mais au bout de quelques semaines, déjà, il y a pas mal de cours d'aide, de soutien, notamment en maths, où c'est un petit peu compliqué. Du coup, ça, c'est vraiment bien, puisqu'on est accompagné, on est suivi, même si on a des difficultés dans des matières. Et moi, je trouve ça bien qu'on puisse avoir des soutiens 2 fois par semaine. Et puis, sur Moodle aussi, on peut poser des questions aux enseignants. Alors, Moodle, je précise, c'est une plateforme pédagogique. C'est un peu l'équivalent de ce que vous pouvez trouver dans le secondaire. Alors, je ne sais plus sous quel nom. École Oui. directe. Voilà, les ENT, les environnements numériques de travail sur lesquels sont déposés un certain nombre de supports, un certain nombre de tests, d'autotests, etc. Du coup, voilà, sur Moodle, il y a même les cours des professeurs et les PowerPoint pour ceux qui les mettent. Et puis, ce qui est bien, je trouve aussi, c'est que même si on a des difficultés des fois à prendre en note, je trouve qu'il y a une réelle entraide entre les étudiants. Où moi, j'ai un cloud de cours, où même certains cours, j'y suis pas encore allé, mais en fait, je les ai en avance parce que les étudiants les envoient pour justement aider à rattraper les cours et pas être en retard lors des partiels. Mais il faut quand même aller en cours parce qu'il y a quand même plus d'infos qui sont données. C'est quand même essentiel. Oui. Alors, je vais juste prendre la parole 2 secondes. Ouais. Je vous ai dit, il y a ma fille dans la salle. Les cours, effectivement, les cours en amphithéâtre, on ne peut pas faire de contrôle de présence. On conseille vivement aux étudiants, il faut garder un rythme. On peut vite lâcher. On n'a plus la surveillance qu'on a au lycée. Donc, c'est vrai que vous êtes un peu livré à vous-même avec un accompagnement. Donc, les cours en amphi ne sont pas obligatoires en tant que tels. Enfin, tout dépend des filières. Mais par contre, les cours en travaux dirigés, en séance de travaux dirigés, où vous êtes à 36, sont obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, n'est-ce pas, Tout à fait. Et au bout d'un certain nombre d'absences, les étudiants ne peuvent pas passer les examens. Ils sont interdits d'examen parce qu'ils ont accumulé trop d'absences injustifiées. Bien sûr, après, si on les justifie, il n'y a pas de souci. On fait attention quand même. Mais voilà, les cours sont quand même obligatoires. Je voulais juste le dire. Merci de cette précision qui a toute son importance. Merci Robin, on va passer peut-être à Guillaume qui est en 2e année de licence de droit. Exactement. Donc comment avez-vous vécu dans une maison encore plus grande, puisqu'on a dit tout à l'heure, l'IAE ça doit être quelques 7000 étudiants tous niveaux confondus, la fac de droit c'est un peu plus de 9000, donc avec un peu plus d'amphi sur les premières années. Exactement. Donc comment on vit cette immersion? Exactement. Donc moi, je suis en licence de droit général, puisqu'il y a plusieurs licences de droit effectivement qui ont été proposées. Effectivement, moi, je suis arrivé actuellement, donc je suis en 2e année de licence. Je suis arrivé en 1re année de licence. L'amphithéâtre était absolument plein, 450 étudiants, voire même plus. On pensait qu'il y en avait plus encore. Non, on respecte. Non, la sécurité qui doit être présente. Non, c'est 455 dans les grands amphis qui sont au-dessus. 45, pardon, 445. Ouh là là. Bon, donc en tout cas, l'amphithéâtre était bien plein au début. Et donc globalement, on va dire que les premiers cours sont un peu stressants au début. On ne sait pas dans quel environnement on arrive, mais globalement, on est vite mis dans le bain, j'ai envie de dire, tout de suite. On n'attaque pas en faisant des présentations diverses et variées. On attaque avec du droit. On a tout de suite en 1re année de droit, donc introduction générale au droit avec les TD, qui permettent de prendre tout de suite une première approche sur la matière. Et puis ensuite, après, comme ça a été présenté, il y a les majeurs. Donc ça va être surtout du droit civil, du droit constitutionnel. Donc ça va être au 1er semestre. Ce sont des matières aussi qui sont ATD. Et effectivement, les matières ATD sont obligatoires. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de pouvoir rendre des travaux, justement, durant ces séances de travaux dirigés. Certains profs acceptent des travaux pour s'entraîner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait un plus, parce que du coup, ça permettait d'acquérir une méthodologie qui est très importante. Les 2 premières années de droit, on nous le répète encore, sont des années de méthodologie, principalement. Et ce qui permet donc justement, le cas échéant, si on a mal acquis quelque chose, de pouvoir se perfectionner et de se remettre en place.
Et également, après, donc, arrive le semestre 2 qui est un peu plus chargé. Cette fois-ci, il va y avoir également de l'histoire du droit qui est proposée, donc, enfin, obligatoire en matière ATD. Donc, il y aura 3 matières ATD. Et également, moi, surtout ce que je me suis dit au début, je me disais, oui, mais il y a certaines matières, c'est pas forcément passionnant. C'est pas forcément, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on les fait, est-ce que c'est utile. Mais je me suis rendu compte rapidement, après coup, que c'était utile parce que tout, en fait, il n'y a pas vraiment de frontières dans le droit. Tout est mis en commun. Et c'est vrai que pour une matière, par exemple, du droit constitutionnel, on peut mettre ça en parallèle, en comparaison avec de l'histoire du droit, du droit administratif également. Donc c'est vrai que rapidement, on se rend compte, mais c'est après coup, que toutes les matières sont vraiment importantes. Et il y a une chose aussi qu'il ne faut pas faire, c'est la procrastination. La C'est procrastination. La procrastination, exactement. Le sport préféré des étudiants de l'université, c'est ça? Non, Exactement. sûrement pas. Non, mais Sinon, on n'aurait pas les taux de réussite qui ont été évoqués par Nathalie. Donc, tout le monde ne procrastine pas. tout le monde ne procrastine pas, mais c'est vrai qu'au début, on peut être tenté. C'est quelque chose, bien évidemment, qu'il ne faut pas faire, puisqu'après, on est vite rattrapé par les dates d'examen qui arrivent vite. Introduction au droit, on a un examen assez rapide. Et puis après, globalement, fin novembre, tout début décembre, les examens sont déjà terminés. Donc, j'apporte une précision. Il y a effectivement ces examens de fin de semestre pour pouvoir valider les fameux crédits qui ont été évoqués tout à l'heure. Il y a également tout le contrôle continu qui permet de faire ce retour, cette acquisition progressive, de savoir où on en est, pour travailler plus intelligemment, pour aller sur les points qui sont les points essentiels, sur lesquels on n'a pas encore acquis peut-être les connaissances indispensables, les connaissances requises. Oui, tout à fait. Donc en travaux dirigés, il y a des travaux qui sont demandés obligatoirement par l'enseignant, d'autres travaux qui sont facultatifs et des interrogations surprises également. Ça existe toujours à l'université. Donc, voilà. Une deuxième question, je vais vous demander d'être assez synthétique sur la construction de votre projet. Vous êtes arrivé à Lyon 3 avec un projet totalement déterminé en disant je serai commissaire de police, je serai avocat, je serai magistrat, ou au contraire vous étiez sans a priori en disant c'est une discipline, c'est une façon de penser qui peut m'intéresser et puis je verrai chemin faisant comment je sélectionne mon parcours au-delà de la licence? Oui et non, parce que moi au début, j'ai fait médecine, j'ai fait passe. Et donc du coup, j'ai fait la passerelle droit-médecine qui existe. C'est une des passerelles, des passerelles, il y en a 2 partout. Donc moi après, je suis retombé donc en première année de licence. Et en fait, de toute façon, j'ai toujours voulu faire du droit. Le droit, par exemple, juge des enfants, il y a des juges des enfants non professionnels. Donc c'est une possibilité. Et en arrivant dans le droit, moi, je voulais me diriger vers l'enseignement. Donc du coup, mon but, c'est de devenir professeur des universités. Donc on va vous avoir comme collègue d'ici quelques années. D'ici Très bien, quelques bienvenue. Un candidat pour le doctorat, on est Exactement. content. C'est parfait. Voyez, on ne pensait pas parler du doctorat, juste les mentions, Ouais, les c'est- 7 mentions de doctorat. Mais Il y a très droit. bien. Merci beaucoup. Manon. Alors, Manon a un petit peu plus d'ancienneté dans la maison, puisqu'elle est en première année de master en relations internationales. Donc, elle va nous expliquer son parcours, comment ça s'est construit au fil du temps et ce qu'elle apprécie particulièrement dans cet environnement universitaire. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des césures, je ne sais pas s'il y a eu un passage par l'étranger, s'il y a eu des stages particulièrement marquants, mais elle va essayer de nous dire en quelques minutes comment elle a construit cette trajectoire en post-bac. Alors, moi, j'ai fait la licence droit sciences politiques ici aussi. Je suis restée locale aussi pour mon master, je suis restée. Et donc, j'ai fait la licence déjà en 4 ans, c'est possible. Redoubler, c'est pas un drame, du coup. Ça arrive et c'est pas très grave. L'important, c'est surtout de se reprendre derrière et de comprendre pourquoi et de savoir si on a vraiment envie de faire ça aussi. Je me suis spécialisée en L3 en droit sciences politiques, parcours droit public, parce qu'on a un choix entre droit public et droit privé. Et après, j'ai décidé du coup de partir en master de relations internationales, qui est toujours rattaché à la faculté de droit. À la base, je suis venue à la fac, je voulais passer les concours de Sciences Po, les IEP, mais je savais pas trop, un petit peu comme ça. J'ai été prise et au final, je suis quand même venue à la fac simplement parce que j'étais très tiraillée entre la science politique et le droit. Au final, je suis en sciences politiques actuellement en relations internationales. Mais du coup, mon projet, en fait, s'est dessiné au fil des années. J'aimerais beaucoup, je sais pas, je vais peut-être parler un peu chinois là pour le coup, mais je voudrais me spécialiser dans le domaine spatial. Et du coup, là, je vais terminer normalement, si tout se passe bien, mes 2 ans de master en relations internationales.
revenir sur du droit en droit international public. Et je suis une autre potentielle candidate pour une thèse derrière. J'aime bien l'école. Et puis voilà, mais c'était pas très construit au début. Ça se construit vraiment au fil des années. Et c'est aussi très normal que ça se construise de bout en bout. Quelles ont été les opportunités d'implication dans la vie étudiante au sens large du terme? Est-ce que vous avez l'occasion de prendre des responsabilités dans des associations, d'accompagner des jeunes dans le cadre de ce qu'on peut appeler les systèmes de tutorat, de mentorat, parrainage? Oui, tout à fait. Pendant ma licence droit sciences politiques, j'ai fait partie de l'association de la licence, ce qu'on pourrait appeler plus un BDE. C'est pas vraiment ça, mais à peu près. Du coup, je l'ai fait pendant toute ma licence, pendant 4 ans. J'ai accompagné les nouveaux arrivants avec les systèmes de parrainage, de tutorat, effectivement. Chaque association, effectivement, font beaucoup de tutorat en réservant des salles, tout un projet d'accompagnement. Du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans. Maintenant que je suis en master, j'ai levé un tout petit peu le pied, mais visiblement, je suis encore un petit peu là pour la fac directement pour les lycéens. Non, ça a été une vraie opportunité de s'investir dans la vie associative parce que ça fait totalement partie de la vie étudiante. Et moi, je sais que ça a, on va dire, rendu l'expérience universitaire beaucoup plus agréable. Et j'ai même certains amis qui n'ont même d'ailleurs pas lâché grâce à ça. Donc l'entraide dans les étudiants existe vraiment et est vraiment fondamentale aussi dans l'expérience universitaire globale. Merci. Une dernière question sur la vie culturelle, sur tout ce qui se passe en dehors, puisque vous avez vu sur l'estrade, vous avez un piano, donc s'il y en a qui ont envie de nous interpréter un petit morceau, pourquoi pas, mais au-delà du temps d'échange. Il n'est pas accordé ? Ah, c'est dommage, parce qu'il y a quelques temps, il servait encore. Est-ce que ce sont des opportunités que vous avez pu saisir ou c'est compliqué quand on est sur des filières qui sont assez exigeantes et que l'on s'est déjà investi dans le monde associatif ? Alors moi personnellement, du coup, comme j'ai été beaucoup dans les associations, les événements culturels, j'avoue que j'ai fait un petit peu plus ceux de mon association et des associations étudiantes environnantes. Après, ceux de la fac, je sais qu'ils proposaient énormément de choses. C'est vrai qu'après, au niveau de l'emploi du temps, des fois on est plus ou moins chargé, donc on ne peut pas tout le temps y aller. Mais c'est vrai qu'ils proposent beaucoup d'activités culturelles, en plus à moindre coût, voire pas de coût du tout. Donc c'est vraiment avantageux en tant qu'étudiant et ça permet de voir un petit peu autre chose parce que c'est bien aussi de respirer pendant les études. Mais c'est vrai que par contre, au niveau de l'offre culturelle, que ce soit la composante de la fac directement ou des associations étudiantes, il y a vraiment un très grand panel d'activités qu'on peut faire et c'est très enrichissant, surtout en termes de conférences dans les domaines professionnels d'ailleurs, surtout qui nous attirent. Merci beaucoup à nos témoins. Je vous propose de passer aux questions de la salle, puisque là, on a fait un balayage assez complet. On a essayé de vous parler du cadre institutionnel, on vous a parlé de l'offre, on vous a parlé de la mobilité, on vous a parlé de ce que l'on pouvait vivre de l'intérieur. Maintenant, à vous la parole. On va essayer de répondre. Donc, il y a deux micros, 10 baladeurs qui vont circuler. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Donc, au premier rang, madame, je crois que vous avez une question. Alors, bonjour. Donc, ma fille est en terminale générale. Elle a un projet, mais elle n'est encore pas très sûre. Ce serait le notariat. Nous, on est allé au Mondial des métiers et on est tiraillé entre une filière plus professionnelle ou une filière plus par l'université. Et qu'est-ce qui nous ferait choisir la manufacture des tabacs? Parce qu'à la base, elle voulait partir sur une licence droit sciences politiques parce qu'elle fait SES, géopolitique, et elle adore ça, elle s'éclate. Et du coup, elle est complètement perdue parce qu'elle ne sait pas s'il faut qu'elle fasse un BTS ou s'il faut qu'elle vienne à la fac. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Merci. Alors, c'est difficile parce que tout dépend. Le notariat, c'est un thème, j'allais dire. C'est un grand ensemble à l'intérieur duquel il y a plusieurs possibilités de fonctions, de missions. Donc, moi, je conseille souvent, elle est en licence générale, je conseille souvent aux étudiants qui n'ont pas une idée précise
de la spécialisation qu'ils aimeraient avoir. Les métiers du notariat sont divers, donc effectivement, on peut y accéder par des filières plus de BTS. Il y a des licences pro aussi sur les métiers du notariat, il y a des masters, on peut faire même un doctorat sur ces métiers-là. Donc, en fonction de ce qu'elle aimerait, parce que c'est une fille, hein, c'est choisir l'option qui conviendrait le mieux. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est que si on n'a pas une idée très précise, commencer par des filières plutôt généralistes qui permettront de se spécialiser. L'inverse est plus compliqué. C'est-à-dire, si vous commencez par une spécialisation, revenir à un ensemble plus généraliste est plus difficile. Alors, ce n'est pas impossible. Mais moi, c'est le conseil que je donne. Après, je pense, hein, et je le dis, tous les parents sont très inquiets sur l'orientation. C'est bien normal, mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Une année, il n'y a jamais une année de perdue, il y a jamais... On se réoriente, on se construit avec ça. Si votre fille n'est fermée à rien, eh bien, qu'elle puisse trouver la voie, et donc c'est plutôt les voies généralistes dans les universités, la voie la plus généraliste qui lui permettra de choisir plus facilement. Mais Et entre les deux, je lui conseille plutôt peut-être la licence droit sciences politiques si elle est intéressée par le volet sciences politiques, parce que on n'est pas à l'abri de changer d'avis toutes les 10 secondes à la fac. Voilà. Monsieur. Bonsoir, je voulais savoir quelle différence vous faites entre, dans le domaine de la gestion commerciale, entre un BUT en gestion commerciale et l'IAE School of Management qui propose aussi une formation en business management, les deux en 3 ans. Est-ce que c'est les mêmes professeurs? Est-ce que Alors on c'est peut complètement répondre. différent? Oui, pardon. On peut répondre à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que lorsqu'on s'inscrit dans un BUT, on s'inscrit dans la recherche d'un diplôme à caractère professionnel. Donc, au bout des 3 ans, on va intégrer, je dirais, le monde de l'entreprise, le monde des organisations. Quand on suit une licence, c'est en général pour aller sur un master. Donc, on est vraiment dans des études dites longues, on est vraiment sur les 5 ans. Après, la deuxième dimension qui est évoquée, que j'essaye de préciser, c'est quand on est sur business management, on est sur des cours qui sont principalement en anglais, alors qu'au sein du BUT gestion administrative et commerciale, vous allez avoir surtout des enseignements qui seront dispensés en français. Je ne sais pas si on peut apporter peut-être un complément. La principale différence vient de la nature même du diplôme. Le bachelor universitaire de technologie a vocation, je ne fais que répéter ce que vient de dire Michel Wissler, à professionnaliser les étudiants et à les faire rentrer dans la vie active juste après l'obtention de leur diplôme. Une licence générale n'a pas cette vocation-là, même si on a de plus en plus de licences générales qui ont un volet professionnalisation plus important que celui qui pouvait exister à notre époque. Voilà, où c'était quand même autre chose. Là, on se retrouve avec une forme de professionnalisation, puisque l'IAE Lyon est très connecté en fait aux entreprises, mais c'est pas le même projet d'études pour l'étudiant. Voilà, l'étudiant qui veut poursuivre ses études, il a plutôt intérêt à suivre une formation de licence générale au sein des différents instituts et facultés. Le bachelor universitaire de technologie est plus fait pour s'insérer professionnellement juste après la licence. Vous pouvez parler un peu du micro, vraiment être très proche. Est-ce qu'il y a la petite lumière verte? Si moi je ne prends pas le mien, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a la petite lumière verte? Oui, c'est bon. Sinon, il y en a d'autres. On va vous trouver un micro qui fonctionne. Du coup, moi, je suis intéressé par business management. J'ai vu qu'en 3e année, il y a du coup de nombreux échanges à l'étranger. Et je me suis demandé, est-ce que les places, elles sont limitées en fonction des universités? Alors, par principe, les universités offrent un nombre de places limité, mais c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de partenariats pour pouvoir offrir un choix important de destination.
Donc, quand vous ferez une candidature, vous positionnerez, vous ferez des vœux par pays. Et puis, vos camarades aussi. Et puis, selon le nombre de demandes qu'il y aura, et puis le nombre de places qu'on aura, on pourra vous affecter dans une ou l'autre université. Et peut-être même qu'on pourra vous proposer des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui seront peut-être aussi plus proches de votre profil, et ça sera une belle découverte. Mais avec 400 partenaires, on arrive quand même à proposer un beau panel de destinations. Alors, je regardais les chiffres sur les étudiants partis en programme d'échange. On a finalement la moitié des étudiants qui sont issus de l'IAE. Et il y en a moins en langue, un petit peu moins en termes de pourcentage. Il y en a seulement 36% et encore moins en droit, même s'il y a des choses qui ont été développées pour des études internationales, des doubles diplômes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Oui, madame. Alors j'ai une petite question s'il vous plaît. On n'a pas parlé des possibilités d'accès à l'IAE Lyon. Donc est-ce que vous avez une petite idée par exemple sur la rentrée de 2022, quelle était la moyenne minimale où il y a un score ou comment ça se passe, quelle est la capacité d'accueil en fait annuelle, et du coup quelle est la chance accordée en fait justement à nos lycéens d'accéder à ces parcours qui sont très jolis et très sympas. Les parcours de l'IAE, pardonnez-moi, on entend très mal, le son est les parcours de l'IAE. Alors tout dépend lesquels. On a parlé tout à l'heure du parcours qui était en grande partie enseigné en anglais, parcours business et management, qu'on a créé l'an dernier. Donc on a fait l'ouverture de la deuxième... qu'on a créé. Il y a une première cohorte qui a commencé. Ils sont en première année. Je vais vous donner une idée. Alors, après, ça se travaille. Là, pour le coup, c'est des parcours qui sont sélectifs. Compte tenu du nombre de candidats qui postulent. L'année dernière, il y avait à peu près 3000 candidats qui avaient postulé sur le parcours en anglais. Il y a 48 places. Donc, il faut avoir un bon dossier. Il ne faut pas négliger. Alors, sur les parcours plus généralistes, c'est-à-dire qui n'ont pas ces particularités-là, si vous parlez de l'IAE, le parcours de licence gestion, on va dire au sens large du terme, celui qui regroupe la majorité des étudiants, comme le parcours de licence droit ou le parcours LEA, on ne va pas regarder le détail, mais c'est sûr qu'il va y avoir une forme de classement des candidats en fonction du dossier du candidat. Alors, je ne peux pas vous donner un score ou une note minimale, puisque c'est un ensemble. Avec la réforme, en plus, du bac, c'est aussi compliqué pour nous de faire sortir, en fait, les matières qui sont importantes. Ce n'est pas pour rien qu'on a remis des maths aussi en première, je pense, au niveau de l'enseignement dans le secondaire. Mais... c'est un dossier, j'allais dire, régulier, où l'étudiant paraît motivé. Alors, c'est difficile d'apprécier ça par les documents qui sont mis sur Parcoursup, mais l'appréciation des enseignants, des conseils de classe sont très importantes. Donc, il y a des pressions importantes, mais il y a des places. Je pense qu'on met toutes ses chances de son côté quand on travaille régulièrement. Et quand on a un dossier tout simplement qui correspond aux attentes et aux critères qui sont définis sur Parcoursup dans le domaine. Vous avez sur Parcoursup les attendus spécifiques de chaque mention, et puis vous avez aussi quelques données statistiques qui permettent de savoir jusqu'à quel niveau on est allé. Il peut y avoir 3000, 4000 candidats, et on vous dit que le dernier qui a pu intégrer l'IAE était en 3000e position ou en 2500e position. Même s'il n'y a qu'au départ que 700 places, on sait bien que c'est le jeu des désistements qui va jouer également. Oui. Donc il faut relativiser. Chaque lycéen faisant un nombre de vœux, parfois de 8, de 9, de 10. Oui, absolument. Donc il y a une tension. Ce sont des filières qu'on appelle pudiquement sous tension. Ce sont des filières à capacité sélective. Donc on sait que toutes les personnes qui voudraient faire ces mentions n'y arriveront pas, ne pourront pas être intégrées à Lyon 3, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une chance sur 100 ou une chance sur 10. C'est beaucoup plus élevé, heureusement. Et la patience, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un rang de classement qui est pas dans les capacités d'accueil qu'on imagine qu'on peut pas être pris, parce que le jeu des désistements se fait tout au long de
de la procédure. Et donc, moi, j'ai un conseil à donner aux parents, ne stressez pas vos enfants. Parce que je pense que c'est plus les parents qui les stressent que l'inverse. Donc laissez-les vivre. Et s'ils stressent, dites-leur que ce n'est pas la peine, que c'est la dame qui l'a dit la dernière fois à la soirée. Alors, une question, madame. Oui, je voulais savoir si c'était possible de commencer par exemple une licence d'histoire et puis on s'aperçoit que c'est pas la bonne la bonne matière et prendre et redoubler ou est-ce qu'il y a une passerelle par exemple sur droit Sciences Po? Non, alors sur des disciplines aussi différentes, il n'y aura pas de passerelle à l'issue de la première année, par exemple. Après, on peut éventuellement, ça peut se faire, mais il n'y a pas une passerelle de droit, c'est ça que je veux dire. Et un étudiant qui fait une licence, une première année d'histoire, ça ne lui plaît pas. S'il veut être réorienté en droit, eh bien, il refera une candidature pour voir par une commission ad hoc qui examinera le dossier pour voir s'il peut intégrer la deuxième année. Mais la première année étant l'année, j'allais dire, où on pose les fondamentaux, il me semble difficile quand on est sur des disciplines aussi différentes. Au préalable, on avait un portail avec des passerelles, mais même ça, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Quand on est sur des disciplines aussi différentes, même si on acquiert la méthodologie avant tout, ce qui a été dit tout à l'heure est entièrement vrai, on a quand même des fondamentaux en droit, en histoire, en lettres, qu'on ne pourra pas acquérir si on ne les acquiert pas en première année, ça va être difficile de suivre la deuxième année. Et en fait, quand on ne propose pas des passerelles, ce n'est pas pour embêter les étudiants, c'est juste pour garantir leur épanouissement. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui se retrouve dans une filière où il n'a pas le niveau et ce qui va faire qu'il va paniquer ou qu'il ne va pas pouvoir poursuivre, qu'il va abandonner alors qu'on a la possibilité de les amener vers d'autres choses. Et après, on a des dispositifs de réorientation donc qui fonctionnent bien aussi. On arrive à repêcher des étudiants qui sont perdus avant qu'ils n'abandonnent totalement pour pouvoir travailler avec eux sur leur réorientation au sein d'un parcours qui conviendrait davantage à leurs envies, alors que ce soit des envies professionnalisantes ou pas. C'est-à-dire j'ai envie de découvrir telle ou telle matière. Ça peut être ça à l'université aussi. Ça veut dire aussi qu'on retourne sur la case Parcoursup. Ouais, dans ce cas-là, oui. Après un semestre, je ne me sens pas bien dans la formation, ça ne correspond pas. Il faudrait plutôt une formation, alors, qui peut être une formation de BUT, qui peut être une formation de BTS, qui peut être une autre licence. Et là, on va aider les candidats à vraiment mettre en avant les qualités qu'ils peuvent avoir, les compétences qu'ils ont pu acquérir pendant cette année, puisqu'on va leur proposer un dispositif qu'on appelle Objectif Réo, où on va revenir sur les matières fondamentales pour étoffer un petit peu leur dossier, parce qu'ils avaient peut-être un dossier en première et terminale qui n'était pas extraordinaire. On va les remettre à niveau, entre guillemets, en langue, en maths, en expression écrite, en communication, etc. Et on les prépare à candidater avec de bonnes chances de succès pour aller vers la filière qui était peut-être celle qu'ils avaient laissée de côté en disant mon dossier n'est pas suffisamment bon, tiens, je vais quand même faire ça, c'est pas très éloigné de mes centres d'intérêt. Mais c'est pas au cœur des préoccupations et c'est pas ce qu'ils voulaient faire sur la durée. Je vais juste rajouter aussi une petite chose justement sur cette question de passerelle et de méthodologie qui a été expliquée, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes exercices qui sont demandés. En première année de droit, on demande par exemple de savoir faire une fiche d'arrêt, un cas pratique, une dissertation et un commentaire de texte. En deuxième année, c'est censé être acquis et on ne nous réexplique pas justement les bases qui sont censées être acquises. Donc ça va être très compliqué du coup, je pense, pour un étudiant qui n'a jamais eu justement les bases, de pouvoir faire un exercice encore plus compliqué, puisqu'en deuxième année, on va nous demander de faire cette fois-ci un commentaire d'arrêt ou encore des dissertations du coup, mais avec des thèmes plus compliqués. Et également, nous, durant notre première année de licence, plusieurs fois, on vient nous parler des objectifs réaux avec un pôle justement réorientation pour ceux à qui ça ne plairait pas, qui ne seraient pas épanouis ou qui voudraient changer de filière à l'issue de la première année. Donc sur ça, on est extrêmement bien accompagné à Lyon 3. Moi, j'ai un micro, du coup, un petit peu plus général. Quel conseil, chaque adolescent est bien différent. On nous a souvent dit qu'il ne fallait pas censurer nos enfants dans leurs choix, qu'ils ne s'auto-censurent pas, parce qu'il peut y avoir des surprises agréables.
comment un lycéen qui n'est pas enclin à un travail personnel ardu peut poursuivre une filière d'études à la faculté avec effectivement ces amphithéâtres de 450. Je ne sais pas les TD, quels sont les pourcentages de TD par rapport aux cours magistraux. Et voilà, quels conseils vous donneriez à des parents qui voudraient accompagner leur enfant au mieux pour éviter effectivement une errance d'études? Moi, je vais vous répondre parce que au lycée, je n'étais pas l'étudiant le premier de la classe ou quoi que ce soit, loin de là. En fait, au lycée ou même au collège, les cours m'intéressaient pas plus que ça. Mais quand j'ai fait justement mon choix universitaire, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et c'est vraiment ce pourquoi peut-être je suis fait. Et c'est vrai que du coup, les cours, en fait, l'apprentissage se fait un peu tout seul dans le sens où ce ne sont pas des matières sur lesquelles j'y vais à reculons. Ce sont des matières qui me donnent, où j'aime justement apprendre ces matières, acquérir des connaissances. Et c'est vrai que là où au lycée, je n'étais pas forcément bon, à l'université, justement, j'ai pu m'exprimer et surtout me révéler parce que ce sont des matières vraiment qui me plaisent et c'est totalement différent. À l'université, les compteurs sont vraiment remis à zéro. Ça n'a rien à voir avec le lycée. Le lycée, ça peut être rasoir, ça peut être barbant. On est assis... Oui, non mais... c'est parce que moi, vraiment, le modèle universitaire, sur ce que je veux faire plus tard, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'épanouir. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a donné envie de travailler. C'est parce que je fais des études qui me plaisent. C'est vraiment sur ça. Moi, je voulais juste rajouter un point. C'est vrai qu'il y a des enfants qui se révèlent à l'université. Le système scolaire ne convient pas à tout le monde, le système universitaire non plus. Il y a des jeunes qui s'ennuient au lycée parce que c'est barbant, c'est voilà. Et quand ils arrivent à l'université, ils découvrent un autre monde. Et puis, ils sont un peu plus libres parfois. Et c'est peut-être ce qu'il leur faut. Ils vont travailler à leur rythme. C'est peut-être aussi ce qu'il leur faut. S'investir dans la vie associative. Il y a des études qui montrent que les étudiants qui s'investissent dans la vie associative réussissent davantage que ceux qui ne s'investissent pas. Donc il y a peut-être un lien, si ce n'est de cause à effet, en tout cas de corrélation. Donc il y a une corrélation entre les deux. Bon, je pense que oui, il faut savoir travailler, mais à son rythme. Moi, je pense que la régularité est importante. C'est vrai que réviser la veille pour le lendemain, mais on le sait, mais ça ne fonctionne jamais, mais dans quelles que soient les études. Voilà, c'est assimilé au fur et à mesure. Sur un choix un peu plus tactique, j'imagine que si l'enfant en question travaille vachement mieux avec un suivi, peut-être plus axé nos choix d'orientation sur des diplômes avec un peu plus de suivi, que ce soit des DUT, des BUT, où je sais qu'ils sont en comité un peu plus restreint qu'une licence où on est 450 dans une promo en première année. Après, si le choix est vraiment de poursuivre dans une licence plus générale, il ne faut évidemment pas les brider. Et comme on a dit, souvent, ils se révèlent. Et si jamais, même sur le premier semestre, la première année en général, il y a des petites erreurs de parcours et qu'on se prend un petit peu des tôles, des fois, c'est un peu ça qui nous réveille. Et c'est comme ça qu'ils se mettent au boulot. Donc, il faut faire confiance des fois aussi au système universitaire. Je peux poser une question ? Voilà, moi, j'ai mon fils qui est en terminale et qui est à fond dans la philo. Mais son objectif, c'est pas forcément d'être professeur. Donc, il se pose la question de me dire, qu'est-ce que je peux faire parce que moi, je veux faire que de la philo. Donc, après, on est sur une double licence de droit, parce que bon, c'est quelque chose qui lui plaît aussi, mais je ne sais pas quoi lui répondre. Bon, il y a plusieurs réponses. Première réponse, regardez quand même les études qui sont faites sur le devenir des diplômés. On en a parlé tout à l'heure quand a été évoquée la question de l'insertion professionnelle. Vous trouverez sur le site de chaque université, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique de Lyon 3, vous trouverez les résultats des enquêtes qui sont menées chaque année auprès des diplômés de licence professionnelle et de master, puisque ce sont les deux niveaux de sortie qui correspondent à des compétences professionnelles que l'on peut valoriser. Vous allez voir que ceux qui sont titulaires d'un master de philosophie peuvent être dans des domaines très variés. Il y en a qui vont être dans des entreprises classiques, il y en a qui vont être sur des postes de responsables des questions éthiques, de développement durable, etc., dans différents secteurs, puisqu'on a un ancrage assez fort dans ce domaine-là. Et il y a des professeurs, mais je ne sais pas, c'est peut-être 10, 15%, 20% maximum, je pense, pour la mention philosophie. Deuxième élément, vous l'avez dit, s'il est passionné par la philosophie et qu'il y a également un intérêt pour le droit, il y a la double licence droit philo.
Donc voilà, la réponse est relativement simple. Alors, c'est simple sur le papier, hein, c'est simple quand on tient le micro, qu'on est à la tribune. J'imagine que pour vous, il va falloir argumenter un petit peu plus, se dire, bah oui, tu vois, le parcours, il est conçu de telle et telle façon. C'est pas tout de suite que tu vas avoir une orientation autre peut-être que cette perspective de l'enseignement, mais ça existe très concrètement. Moi, j'ai envie de vous dire, en tant que parent, s'il veut faire de la philo, ben, laissez-le faire de la philo. Vraiment. Mais ça, c'est un conseil en dehors. Là, je suis plus enseignante, hein, mais voilà. Mais après, il y a des parcours, et c'est vrai que les parcours de philosophie, on pense qu'on étudie que des philosophes. Oui, il y a ça, bien sûr. Et après, effectivement, on a des parcours. Regardez les parcours de master, c'est tout ce qui concerne l'écologie, l'éthique, la justice. Donc, c'est très proche aussi du droit. C'est pour ça qu'il y a cette double licence, et donc il y a des passerelles intéressantes. Non, parce qu'en fait, à partir du master, il peut éventuellement bifurquer vers des parcours qui peuvent être intéressants et qui sont sur cette double approche, on va dire, philosophie-justice, par exemple. Donc, il y a des parcours, effectivement, qui mêlent et le droit et la philosophie. Et moi, j'ai un vœu aussi, hein, c'est de monter des parcours en management et philosophie, parce que je trouve que la philosophie, c'est dans tout. Et ça manque parfois à l'approche managériale ou à l'approche juridique. Ça a un sens réel. Donc d'ici là, il y aura peut-être quelque chose qui existera sur mesure pour votre fils. Il nous reste 3-4 minutes. Donc je vois 2 personnes qui ont le micro. Il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Donc on va essayer de faire des questions courtes et des réponses également courtes pour qu'il y ait le moins de frustration possible. Question courte. Quelle est l'articulation entre, et s'il y en a une, entre les licences et les DU, vos diplômes universitaires qui sont très nombreux dans votre université? Alors, les DU viennent souvent en complément d'une licence ou en complément d'un master. C'est quelque chose qui permet d'avoir une coloration complémentaire. Ça peut être vrai, alors je parle sous contrôle de ceux qui sont passés par la faculté de droit ou qui sont à la faculté de droit. Il peut y avoir des DU de langue justement pour acquérir le vocabulaire juridique en allemand, en espagnol, etc. Il y a des DU qui vont être orientés vers des disciplines complémentaires ou des DU qui vont permettre de se présenter à des concours. Parfois, ça peut être ça aussi. Ce n'est pas forcément une prépa concours, c'est parfois un DU qui permet d'acquérir des connaissances complémentaires. Donc, vous avez le cadre licence master, où vous avez les crédits qui permettent de valider les 180 crédits, puis 180 plus 20, ce qui vous fait les 300 crédits, mais vous pouvez rajouter autour des diplômes d'université. Donc avec des inscriptions spécifiques, avec un rythme qui est différent, donc ça se rajoute, par exemple, si on est en licence, ça se rajoute aux 500 heures annuelles en moyenne, hein, si je reprends les 1500 divisé par 3. Donc ce sont vraiment des décolorations complémentaires. Ce n'est pas un diplôme national, mais c'est une ouverture sur des sujets qui peuvent intéresser une petite proportion des étudiants de telle ou telle filière. Bonsoir. Oui. Voilà, moi j'ai une question. Un étudiant qui valide sa licence, qui choisit un master, sur ce master, il n'est pas retenu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui propose? Est-ce qu'une année de césure est la bienvenue? Est-ce que ça peut l'aider pour se représenter sur ce master? Je découvre l'univers de la fac, donc c'est vrai que c'est un peu mon inquiétude. Comment ça se passe? Alors, le master est sélectif. Ça, c'est le principal point. Et lié à ce principal point, nous avons sanctuarisé au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur, le ministère, on va dire, le principe du droit à la poursuite d'études. Donc nous, on essaye de naviguer entre c'est sélectif, mais les étudiants ont le droit à la poursuite d'études. C'est très compliqué. Il n'y a pas assez de place là où les étudiants voudraient, mais les études montrent qu'au niveau national, il y a autant de diplômés de licence que de places en master. Donc il n'y a pas de raison que les étudiants ne trouvent pas une place en master. Bien sûr, ceux qui ont un très bon dossier seront privilégiés parce qu'ils seront classés très vite dans le haut en haut de classement, et donc pour eux, ce sera plus facile. Pour ceux qui ont un dossier plus moyen, ce sera plus difficile, mais pas impossible. Alors, au niveau du ministère, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a une nouvelle plateforme qui va se mettre en place de sélection en master, justement pour permettre
aux étudiants de garder le contrôle sur leurs différents vœux et aux universités de pouvoir gérer l'affectation des étudiants sur une place disponible. Il y a des filières en tension. La principale, c'est le droit. C'est la première filière en tension. C'est-à-dire tous les étudiants veulent faire droit. Alors, ce n'est pas anormal, hein, on est en plus dans une société qui se judiciarise, donc on a besoin de ces compétences-là. Néanmoins, il faut faire des choix cohérents. Il y a des étudiants qui ont des dossiers qui sont, alors pas bons du point de vue vraiment des notes. On ne juge pas l'étudiant, on juge son dossier et son cursus, et qui ont des ambitions qui ne peuvent pas être atteintes. Donc, cette plateforme, on l'espère, nous permettra de mieux renseigner les étudiants. La plateforme, elle s'appelle TMM, Trouver mon master. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, je vis dedans, donc c'est pour ça que j'en parle. Elle va être mise en place là à la rentrée, mais c'est sûr que on essaye de mettre en œuvre le principe du droit à la poursuite d'études. Mais c'est plus compliqué pour certains. Donc, il faut avoir un bon dossier. Et là, par contre, le projet, la lettre de motivation, le dossier que l'on a précédemment, là, comme c'est sélectif, il y a une sélection qui se fait aussi sur la motivation de l'étudiant à poursuivre dans tel ou tel domaine. Après, sinon, au niveau de la sélection des masters, quand vous faites vos choix de master, il faut être assez tactique déjà avant de recevoir un tas de refus potentiels. Il faut être assez tactique dans les choix qu'on fait, en sachant que c'est un peu cru de dire ça comme ça, mais dès qu'on a un M1, c'est un petit peu la clé. Dès qu'on est affecté dans un M1, c'est un peu la clé de tout. Ça ne nous empêche pas de bifurquer derrière, de changer de M2 par la suite. Et si jamais ça arrive, parce que malheureusement c'est une réalité, les étudiants sans master, c'est possible, peuvent toujours refaire une demande, et c'est très encouragé l'année d'après de refaire des demandes de master. Pendant l'année où ils n'ont pas de master, faire des DU en restant dans le système universitaire, des stages, l'année de césure à l'étranger, pourquoi pas, peut être valorisée tant qu'on a une activité aussi qui est cohérente en fait avec le parcours professionnel, c'est surtout ça. Mais faut la mettre à profit, faut pas rien faire pendant cette année-là. Non, je réagis par rapport à la notion de césure. Théoriquement, césure n'est possible qu'à partir du moment où on est accepté dans l'année supérieure. Donc, si on est accepté dans un M1, on peut se dire je prends une année pour poser un petit peu, calmer le jeu, et après je réintègre effectivement ce M1. Si on n'est pas accepté dans un M1, en toute logique, la césure n'est pas mobilisable. Voilà le principe. Moi, j'avais une question sur les doubles licences. Vous avez évoqué à plusieurs reprises là, des parcours exigeants, voilà, par exemple gestion et LEA. Est-ce que ça ouvre l'accès quand même à une troisième année à l'étranger, mobilité ? Oui, il y a bien des étudiants de double licence qui partent à l'étranger tous les ans. Merci. Ça veut dire qu'ils ont un programme sur mesure pour qu'on puisse reconnaître la licence de gestion d'un côté, la licence LEA d'un autre côté. Donc ils vont être très sollicités, ils vont avoir beaucoup de choses à faire dans le pays où ils passent un semestre, voire une année. Bien, écoutez, nous allons en rester là pour cette soirée qui a été très riche. Donc je vous remercie, je remercie tous nos intervenants qui ont donné de leur temps pour essayer de vous renseigner le mieux possible. Et je vous propose donc de profiter de la mise en lumière de la Cour Sud, je le rappelle, puisque vous avez en remontant et en sortant, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir sortir par l'avenue des Frères Lumière, mais en tout cas jetez un coup d'œil du côté de la bibliothèque, c'est vraiment à proximité. Et vous allez avoir en avant-première cette mise en valeur des bâtiments. Très bonne soirée.